Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour et bienvenue sur le micro des gynécos. Aujourd'hui, Océane reçoit le docteur Mouli, gynécologue chirurgien et cancérologue à Paris. Ensemble, ils discutent de la DOLA, la déficience œstrogénique liée à l'âge et de ses implications pour la santé des femmes. Le docteur Mouli a consacré plusieurs ouvrages à ce sujet que nous partageons en description de l'épisode. Restez à l'écoute, un second épisode viendra compléter cette discussion en abordant le concept de couple hormonal. Bonjour docteur Mouli. Bonjour. Enchantée de vous rencontrer et merci d'avoir accepté de participer à notre podcast aujourd'hui pour parler des DOLA. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par définir ce qu'est la DOLA. Alors bonjour, donc je me présente si vous voulez, je suis le docteur Michel Mouli, gynécologue, chirurgien et cancérologue et je suis pour l'instant très préoccupé par la DOLA, la ménopause et l'information des patientes. Alors on me pose la question de savoir qu'est-ce que c'est la DOLA. Alors pour moi la DOLA c'est une définition à la fois scientifique et biologique de l'état où se trouve la femme quand les ovaires s'arrêtent de fonctionner. Et pour moi, le mot qui est toujours encore utilisé, qui est le mot ménopause. Ménose qui veut dire menstruation et arrêt, donc l'arrêt des menstruations. Ce mot ne signifie simplement qu'un symptôme, c'est-à-dire qu'il ne décrit pas réellement ce que les femmes ont vraiment, c'est-à-dire la chute et l'arrêt des œstrogènes des ovaires. Donc on peut avoir ces ovaires qui sont la traduction de la qualité de vie de la femme, puisqu'ils sécrètent plusieurs hormones qui sont les œstrogènes, la progestérone et notamment la testostérone. C'est ça la vraie définition qu'une femme doit comprendre. Elle doit comprendre que quand elle est dans cette situation, il y a une solution. Parce que définir cette situation par le mot ménopause, c'est-à-dire arrêt des règles, ça ne veut rien dire. On ne leur propose pas de solution. Et puis c'est vrai que parfois ça nous met en difficulté puisque on est à 10 mois d'aménorrhée. Non madame, vous n'êtes pas encore dans la définition, etc. On pourrait avoir du retard, hein. Effectivement, et donc le mot arrêt des règles, pour moi, n'a pas de signification. Quand une femme ou un être humain a une hypothyroïdie, il a une baisse de ses hormones thyroïdiennes. Quand il a un diabète, il a une baisse de son insuline ou une disparition. Donc là, on va dire que cette période qui va durer à peu près 35 ans, qui est de vie de femme et de couple, cette période, elle se marque par la déficience en œstrogène, qui caractérise la réalité de cette période de la vie d'une femme où elle ne va plus avoir ses œstrogènes. Et donc, cette définition est beaucoup plus scientifique et biologique et qui donne une solution aux femmes. Tandis que le mot ménopause, qui compartimente et stigmatise la femme, n'a pas de solution. On n'en donne pas. Et c'est un symptôme, c'est l'arrêt des règles. Alors, en pratique, qu'est-ce que vous faites quand cliniquement vous suspectez une DOLA? Est-ce que vous le confirmez par des dosages biologiques ou est-ce que vous vous orientez vraiment sur les symptômes de la patiente? Alors, personnellement, on devrait tous informer les patientes qu'avant la période théorique où elle vient en général à 51 ans, il faut savoir que cette DOLA survient entre 45 et 55 ans, les femmes doivent être informées et averties. Donc, elles savent que les premiers symptômes. Et on sait maintenant qu'il faut prendre en charge cette situation dès les premiers signes et donc commencer à faire un bilan à partir de 45 ans, quand elle survient normalement à 51 ans, un bilan qui est à la fois biologique, au niveau hormonal, un bilan qui est à la fois au niveau de l'os, parfois la densitométrie osseuse, et également une mammographie. Donc la femme, on doit faire un 360 degrés et pouvoir savoir dans quelle situation elle se trouve. Pourquoi est-il important d'agir dès la DOLA et pas du coup de risquer d'attendre le diagnostic historique de ménopause? Quand vous dites agir avant, donc c'est ce qu'on appelait avant pré- et périménopause, c'est le Exact. moment où les hormones commençaient à varier, et notamment les œstrogènes. Et toutes les études montrent que quand on intervient précocement, c'est-à-dire avant l'arrêt définitif, c'est-à-dire la déficience, et moi j'appelle ça la prédola, eh bien quand on intervient précocement, on arrive à prévenir avec les examens biologiques, avec l'interrogatoire, on arrive à
prévenir la survenue de différents problèmes, notamment au niveau cognitif, au niveau, bien sûr, de la qualité de vie de la femme, parce que quand on parle des bouffées de chaleur, ça survient, ou les troubles cognitifs, ou les douleurs musculaires, ça survient dans cette ex-préménopause, et c'est là où il faut la prendre en charge. Et on a montré, toutes les études montrent actuellement que l'élément principal, c'est pas les progestatifs, c'est les œstrogènes. Alors justement, comment vous les prenez en charge? Qu'est-ce que vous leur donnez comme, traitement aux patientes qui présentent une DOLA, s'il vous plaît? Alors, je n'impose jamais. J'informe, je propose et je n'impose jamais un traitement. Mais actuellement, on a en France, à partir de la DOLA, c'est-à-dire le moment où la femme ne fabrique plus ses œstrogènes, on a des traitements qu'on appelle le THM, le traitement hormonal de la ménopause, à la française, puisque nous avons développé des hormones bio-identiques. Ces hormones sont la copie identique de ce que faisaient les ovaires. Elles sont de synthèse, mais elles sont bio-identiques, contrairement à ce que les Américains font. Donc, on les prend en charge si elles l'acceptent. Il faut savoir qu'en France, actuellement, on est à peine à 5 à 6% de femmes traitées. Donc, prise en charge par un traitement qui est expliqué et il faut qu'il soit accepté. Et quoi alors comme traitement, à la française exactement? Alors, en 1974, en France, on a créé des hormones, des œstrogènes naturels par voie cutanée. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas passer par le foie, qui entraîne des perturbations et tous les troubles qu'on a pu voir. Donc, on a créé des gels ou des patchs qui se mettent par voie cutanée pour éviter le passage hépatique. Et tout de suite après, on a inventé une progestérone naturelle qui s'appelle une progestérone micronisée. Et c'est cette progestérone micronisée, quand une femme a toujours son utérus, qu'on associe, et qui n'augmente pas le risque de cancer du sein et qui protège contre les pathologies utérines. Parce que la progestérone ne sera là que pour les femmes qui ont toujours un utérus. En termes de posologie, est-ce que vous avez des astuces? Est-ce que, par exemple, vous démarrez un petit peu toujours par les mêmes doses, puis vous ajustez ou comment vous vous y prenez? Après, le bilan dont on a parlé, c'est-à-dire l'évaluation, est en fonction des signes, en fonction des antécédents. En général, en France, on propose les mini-doses. On commence toujours par la dose la plus faible. On l'explique, on le montre, comment on l'utilise. Si les femmes ont par exemple une ostéopénie sévère ou des troubles sévères, on peut commencer par exemple sur le gel, on dit 1, 2 ou 3 pressions, on peut commencer à 2 pressions. Mais si elles n'ont que des troubles sans anomalie osseuse, sans troubles psychiques ou cognitifs importants, on apporte juste ce qu'il faut. En général, le traitement à la française se donne du 1er au 25e jour du mois, mais on peut aussi le donner du 1er au 31. Mais la française, celui qui a été mis en place en 1974 et qui est toujours valable, et c'est celui que je donne au départ à mes patientes, c'est donc l'association d'un gel ou d'un patch à la mini-dose ou légèrement augmentée et de la progestérone naturelle du 1er au 25e jour du mois. Et la progestérone naturelle, vous donnez combien? Il y a 2 façons de la donner. Cette progestérone naturelle, on marque qu'on peut la donner par voie buccale. Moi, je la donne par voie buccale, mais certaines femmes ne le supportent pas et donc on le donne par voie vaginale. C'est assez désagréable, mais c'est la seule façon. Vous avez 2 dosages, le 100 mg et le 200 mg. En général, la progestérone est là pour protéger l'utérus. Donc, comme je fais des échographies systématiquement à toutes mes patientes, je regarde l'épaisseur de la muqueuse utérine. Et souvent, et moi, je ne donne que de la progestérone 100 mg, sauf si j'atteins 3 pressions d'un dégel ou plus de 50 microgrammes d'un patch. Parce qu'il y a des patchs à 25, 37,5 et 50. Donc voilà, donc il y a effectivement, comme vous le dites, 2 progestérones en dosage. Et il y a aussi un autre progestatif qu'on appelle la dihydrogestérone, qu'on appelle le Dufaston 10, et qui est plus pour moi à utiliser chez les femmes qui ont de l'adénomiose, des antécédents de césarienne, des fibromes, c'est-à-dire un utérus fragile. Concernant les risques, discutables de cancer, dans le cadre de ces substitutions hormonales, justement, vous rappelez qu'on utilise le progestatif, quand la patiente a toujours son utérus. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Comment vous formulez l'information à vos patientes, par exemple? Alors la question principale, comme vous le dites, c'est est-ce que le traitement hormonal donne le cancer du sein? Puisque c'est de ça dont elles ont peur et c'est ce qui a été créé en 2002 par les Américains
par cette étude, qui l'ont d'ailleurs démenti après. Quand on utilise de la progestérone naturelle, on n'augmente pas le taux de cancer du sein. Les études américaines avaient même montré que quand on utilise des œstrogènes par la bouche, donc pas les nôtres, les Américains sont de synthèse et dérivent d'urine de cheval de juments enceintes, eh bien, il y avait une réduction de l'incidence du cancer du sein. C'est-à-dire, au lieu d'en faire 100, on en faisait 76, c'est-à-dire on diminuait de 24%. Donc, on avait même une protection quand il n'y avait que des œstrogènes et pas d'augmentation. Quand on donnait œstrogènes et progestérone à la française, on n'avait pas d'augmentation du cancer du sein. Il faut savoir que le traitement à la française ne provoque pas le cancer, il le révèle plutôt. Il est de meilleur pronostic, avec une réduction de la mortalité de 50% par rapport à une femme qui ne le prend pas. Et que plus on le prend en durée, et plus le pronostic est meilleur. Ce qu'on a oublié dans les études américaines d'avoir tourné la page, c'est que le traitement hormonal de la ménopause, avec leurs études en montrant une augmentation du cancer du sein, ils avaient oublié de tourner la page parce que ça diminuait d'autant le cancer du rectum, du côlon, de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas et du poumon. Donc on avait d'un côté une augmentation parce qu'on n'avait pas les mauvaises molécules, mais quand on a les mauvaises molécules, on réduit les cancers digestifs, ce qui est important puisque c'est des cancers qui surviennent assez fréquemment chez les femmes. Merci, docteur Mouly. Je vais synthétiser cet épisode et vous n'hésitez pas à me compléter. On préfère le terme de DOLA, de déficit œstrogénique avec l'âge, plutôt que la ménopause qui se réfère à l'aménorrhée. On s'oriente maintenant vraiment sur des symptômes ressentis par les patientes et pas des définitions historiques. La DOLA survient entre 45 et 55 ans. Elle est l'occasion de faire un bilan de santé, notamment à la recherche d'une ostéopénie, et de proposer aux patientes demandeuses et symptomatiques un traitement, une substitution œstrogénique, des œstrogènes naturels, un traitement à la française, par exemple des patchs, des gels et un progestatif oral, voire vaginal, si la patiente a toujours son utérus. Ces traitements n'augmentent pas le risque de cancer du sein et même plus les patientes qui sont exposées longtemps, meilleur est le pronostic. Et protection sur les cancers digestifs. C'était l'objectif principal de l'étude ou pas? Non, c'était secondaire, c'est ça? Non, l'objectif principal de l'étude, c'était de montrer le risque cardiovasculaire sur cette étude et on a vu une résurgence dès le départ des cancers du sein et secondairement des accidents cardiovasculaires. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.